Merci de m'avoir ici, merci à FinanceBac de m'accueillir à la ville de Bordeaux, à l'agglomération, la communauté, la région, la grande région visiblement. Donc je suis ravi d'être ici ce soir. Je vais vous parler effectivement d'un sujet pas évident, un peu provoque. C'est pour ça je crois qu'on a invité un gars avec un t-shirt pour discuter de qui sont les tarés qui mettent de l'argent dans des boîtes qui ne gagnent pas une thune. C'est ça le thème de la soirée. Je sais qu'il y a pas mal de banquiers dans l'assistance, si j'ai bien compris, donc ça devrait vous hérisser les poils si tout est bien passé, tout est bien calé. Eh bien, c'est juste parce qu'on est complètement taré. C'est ça la vérité, c'est parce que on souhaite faire des choses complètement folles. Pourquoi faire des choses folles? Si je regarde en quelques minutes le fondement même de l'investissement en capital risque, bah, le français ne s'y trompe pas, hein, là où l'anglais parle de venture capital, donc d'aventure, de découverte, d'expérience, eh bien, en France on parle de risque, et oui effectivement, ce qu'on fait, c'est risqué. Et c'est risqué pourquoi? C'est risqué parce que on investit dans une chose bizarre qui est une start-up. Alors là je m'arrête 2-3 minutes pour reprendre, et on a fait beaucoup de finance et de mathématiques, on va faire de la philosophie. Donc dans la question de pourquoi des tarés comme nous investissent dans des boîtes qui ne gagnent pas une thune, il y a deux grandes parties, hein, comme tout bon cours de philo, il y a les tarés qui investissent et les boîtes qui ne gagnent pas une thune. Alors les tarés qui investissent, ce sont les capitaux risqueurs, et moi j'ai la chance d'être effectivement investisseur en capital aujourd'hui et d'être multi-entrepreneur, c'est ma 3e société, donc je vois à peu près comment on crée des boîtes et ce qu'on peut en faire. Notre modèle, il est inhérent à la croissance, et à la très forte croissance. Pourquoi ? Je vous fais les chiffres très simplement, vous allez comprendre. Quand on investit en capital dans une boîte, et je reviendrai après sur quelle boîte on investit, en tout cas celle qui nous intéresse plus particulièrement, en général c'est très risqué, et pour faire de la performance, pour rendre plus à nos investisseurs que ce qu'ils nous ont confié, eh bien il faut arriver à investir dans des boîtes qui font des grands succès. Et qu'est-ce que ça veut dire grand ? Ça c'est toujours le grand débat. Eh bien, prenons les chiffres très simplement. Il faut que ce soit des boîtes qui permettent de se projeter dans des valorisations qui arrivent à un moment donné faire au moins 10 fois le prix payé par les investisseurs en capital risque. Alors pourquoi ce fameux 10 fois? Vous allez voir, c'est très simple. Si on compound le temps et le risque associé, les bons fonds délivrent au moins 3 fois l'argent à leurs investisseurs sur une durée de 10 ans. Voilà, je vous passe les détails pour vous qui connaissez la finance. Et comment ça se répartit dans un bon fonds de private equity? Pour ceux qui connaissent le métier, bah, finalement, on fait 10 investissements, et sur 10, il y en a 9 qui marchent, on fait x3 grâce à l'effet de levier, pas très compliqué. Et puis il y en a une qui plante, et là-dessus, ça fait du 90 x 3, je vous laisse faire les maths, hein, 2,7 fois à peu près. Avec ça, on arrive à s'en sortir. Notre métier, nous, il est complètement différent, parce que nous, on a plein de boîtes qui se plantent. Et ça, il faut vivre avec. Et donc c'est difficile, c'est douloureux. C'est d'autant plus douloureux quand on est entrepreneur, parce qu'effectivement, voir une boîte qui rate avec toute l'énergie, avec toute la sueur qui a été mise à l'intérieur, bah forcément, ça fait toujours de la peine. Mais c'est comme ça que le métier fonctionne. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme maths dans notre job? C'est de retrouver à peu près 40% de l'argent investi. Alors oui, accrochez-vous bien à vos chaises, 40% de l'argent investi qui va faire zéro. Et ça, c'est la vie. Et quand je dis zéro, c'est pas juste on récupère notre argent, c'est perdu. Alors c'est pas perdu pour tout le monde, hein. C'est un jeu de somme nul, donc il y en a qui vont gagner de l'autre côté, mais enfin la vérité, c'est que l'investisseur ne récupère pas sa mise sur 40% de ses investissements. On récupère à peine ce qu'on a mis sur 20% à peu près, donc ça fait 0,2, hein. On fait x3 sur 20%, ce qui fait 0,6 et 0,2, 0,8. Et pourquoi 10? Parce qu'effectivement, si on fait 10 fois la mise sur 20% restant, eh bien on arrive à 2,8, et on peut au moins égaler les gens en cravate du private equity. Alors, tout ça, pourquoi? Pour investir dans des boîtes qui ne font pas une thune. Ça, c'est la deuxième partie de l'exposé de philosophie. Ces boîtes qui ne font pas une thune, elles ont, pour les meilleures d'entre elles, celles qui vous permettent de faire le x10, quelque chose de très particulier. Et je reviendrai à la fin sur la manière de définir une start-up par l'absurde. En fait, une start-up, c'est un mot hyper galvaudé. On parle beaucoup aujourd'hui d'innovation, de start-up, la start-up nation, blablabla, blablabla. Il faut donner du baume au cœur au pays. Mais qu'est-ce que c'est véritablement? Ce sont des boîtes qui sont porteuses d'une
innovation. Et innovation, si on revient au latin, c'est bien mettre du nouveau dans l'existant, hein, dans le monde qui nous entoure. Et ce nouveau fait que, par défaut, l'existant ne répond pas au projet de la start-up. Et donc, on est à l'inverse même de ce que l'on retrouve dans les modèles traditionnels de société que financent assez correctement les banques. Puisque, effectivement, quand on est une start-up, pourquoi on ne gagne pas une thune? Parce qu'au départ, il faut construire son actif. Je parlais tout à l'heure de définition par l'absurde. L'inverse opposé d'une start-up, finalement, c'est une franchise. Parce que quand vous financez une franchise, tout est connu d'avance. Alors, on connaît déjà la marque, on connaît déjà les produits, on connaît déjà la rentabilité. Il n'y a plus qu'à signer en bas de la page, finalement. C'est quasiment ça quand vous allez au salon des franchises. Vous arrivez, vous mettez 20 000, le banquier met le reste, merci, au revoir, et puis vous avez une super franchise. Et on fait les mêmes, et sans rentrer dans le débat politique ou socio-économique, c'est ce qui fait que toutes les banlieues ou les zones industrielles de France, malheureusement, se ressemblent toutes. C'est qu'on a toutes les mêmes franchises. Ça marche assez bien, finalement, c'est assez sécure. La start-up, c'est l'inverse. Et cet actif, il faut le créer. Et le créer, ça peut prendre beaucoup de temps, nous demander beaucoup d'argent. Les gens se demandaient au début pourquoi Facebook pouvait valoir des milliards, eh ben, alors qu'il ne faisait pas de revenus, hein, je ne parle même pas de bénéfices, je parle juste de revenus. Eh bien parce que Facebook créait son actif. Et effectivement, la grosse différence d'une start-up, c'est qu'au démarrage, quand on innove réellement, alors ça peut comporter de l'innovation technologique, mais pas que, quand on innove, on crée ce nouvel actif, et créer cet actif, ça prend du temps. Donc, quand dans une franchise de pizza, on achète des fours, qui est une technologie à peu près connue depuis des milliers d'années, et que l'on finance un tout petit peu de BFR pour acheter de la farine et de la tomate, eh bien, de l'autre côté de la barrière, on crée un actif que personne n'a déjà créé, ou très peu, les quelques concurrents qui peuvent exister. Donc c'est ça le vrai nerf de la guerre, c'est qu'on ne peut pas se projeter sur le passé, puisque le passé n'existe pas, on développe quelque chose de nouveau, et développer quelque chose de nouveau, ça prend du temps et des matières premières qui sont le talent et l'argent. Tout ça pourquoi? Tout ça pour viser des sociétés qui ont un potentiel incroyable. Et ce potentiel, il est inhérent aux problèmes auxquels s'attaquent les startups. Et donc, plus elles s'attaquent en général à des problèmes conséquents, on parlait de problèmes sociétaux, hein, plus ils sont impactants et plus ils ont un impact direct sur la vie des gens, et bien plus ce problème est gros, plus il a de la valeur, une fois qu'il est résolu, et plus on arrive à créer des boîtes de taille importante qui sont celles qui intéressent les VC. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on arrive au fameux x10 dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pour cela qu'une bonne partie de mon job, malheureusement aujourd'hui, c'est de dire non à des gens. Donc on passe notre temps à dire non, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Brega, on regarde à peu près 5000 opportunités d'investissement par an et on investit dans 10 boîtes par an. C'est vraiment pas grand-chose. Et parmi les différents critères d'éviction, eh bien, il y a celui-là, il y a l'innovation d'un côté. Donc est-ce que véritablement mon cash est bien utilisé? Est-ce qu'il sert à créer, à constituer un actif nouveau, un actif innovant qui n'existe pas ailleurs, ou est-ce qu'il pourrait être financé différemment? Et très souvent simplement par des clients, hein, puisque les premiers payeurs en général devraient être les clients. Et ensuite, est-ce que cet actif nouveau permet de toucher un marché suffisamment grand? Et alors, je reprends l'exemple de Facebook tout à l'heure, et bien là, on parle d'un réseau social mondial en milliards d'utilisateurs, avec toute la communication et la publicité que ça peut engendrer. Donc, vous imaginez bien l'impact qui est colossal. Et donc, oui, effectivement, ça valait le coup au départ de financer une boîte qui ne gagnait pas une thune. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je ferai un plaisir d'y répondre. Merci.